Il a l'air moderne, mais c'est plus âgé que la plupart des empires. C'est la première pensée que beaucoup de gens ont lorsqu'ils voient les grottes de Barabar. Les murs brillent, les surfaces sont lisses. Certains les comparent aux portes en acier ou aux tunnels futuristes. Mais ils ont été construits il y a plus de 2000 ans. Les grottes sont assises dans du granit dur. Le granit est l'une des pierres les plus difficiles à couper. Aujourd'hui encore, les machines modernes ont du mal. Pourtant, les grottes ont l'air polies, presque comme du verre. Les observateurs se tiennent en silence. Certains croient qu'ils sont naturels, d'autres insistent sur le fait qu'ils sont artificiels. Les preuves sont claires, ils ont été sculptés par des mains humaines. Mais comment? Si vous passez votre main sur le mur, c'est trop parfait. Pas de bord rugueux, pas de marque de marteau. Les surfaces reflètent la lumière d'une manière que la pierre ne devrait pas. C'est pourquoi beaucoup les décrivent comme métalliques. La comparaison avec l'architecture moderne est courante. Les gens pensent aux intérieurs des vaisseaux spatiaux. D'autres voient le style des laboratoires de haute technologie. Mais ces grottes sont antérieures à ces idées par des siècles. Les historiens donnent une explication. Ils disent que les constructeurs ont utilisé des outils simples. Marteau, ciseaux, temps sans fin. Chaque marque retirée lentement. Chaque surface polie avec dévouement. Les sceptiques secouent la tête. Ils soutiennent que cela ne peut pas expliquer la précision. Ils disent qu'aucun outil simple ne peut créer des murs miroirs en granit, pas au IIIe siècle avant notre ère. Et donc le débat se poursuit. Les maîtres artisans des constructeurs étaient-ils au-delà de l'imagination, ou possédaient-ils des connaissances que nous ne comprenons plus? Cette question ouvre le mystère. Un mystère de méthode, un mystère de but. Quand vous regardez les grottes, on pense que vous revient. Ils ont l'air modernes, trop modernes. Pourtant, ils sont plus âgés que l'Empire de Rome, plus âgés que la plupart des royaumes du monde antique. L'esprit revient au même point. Comment les gens pourraient-ils façonner le granit il y a si parfaitement 2000 ans? Le doute final demeure. Quel outil aurait pu faire cela? Pas à Rome, pas en Égypte. Dans les collines de l'Inde. Les grottes de Barabar ne sont pas dans les terres que la plupart des gens imaginent quand ils pensent des merveilles anciennes. Ils sont au Bihar, en Inde, district de Jehanabad, à la base des collines qui semblent ordinaires à distance. Mais à l'intérieur de ces collines, quelque chose d'extraordinaire attend. Il y a 4 grottes principales, Sudama, Lomas Rishi, Visvasopri, chacun différent en taille et en détail, chacun coupé profondément en granit. Ces grottes ne sont pas des légendes, ils sont documentés dans les inscriptions. La grotte de Sudama porte un message clair. Il indique qu'il a été sculpté au cours de la 12e année du règne du roi Ashoka. Cela le place au IIIe siècle avant notre ère. Il y a plus de 2000 ans, Ashoka était l'un des dirigeants les plus puissants de l'Inde. Il a élargi son empire avec la guerre. Plus tard, il s'est tourné vers le bouddhisme. Les inscriptions montrent son lien avec ces grottes. Il nous donne une chronologie. Il nous donne un indice au but. Mais il y a encore de la confusion. Les grottes sont liées aux Ajivikas, une secte qui croyait que le sort est corrigé. Certains experts soutiennent qu'ils ont été utilisés pour la méditation. D'autres croient que les bouddhistes les ont adoptés plus tard. Les hindous ont également quitté les inscriptions des siècles après. Ainsi, l'identité des premiers constructeurs devrait se sent floue. Les noms sculptés dans la pierre ne suffisent pas. Ashoka peut les avoir commandés, mais ces travailleurs les ont-ils conçus? Ont-ils apporté de nouvelles compétences? Ou ont-ils hérité des connaissances des mains antérieures? Karan Chossupar a une seule chambre. Sudama a 2 chambres, rejointes comme un couloir. Lomas Rishi est marqué par une célèbre entrée en arc. Visvasopri montre des traces d'utilisation ultérieure. La variété suggère de changer les fonctions, mais la précision du travail reste la même. Chaque grotte est coupée en granit, chaque mur poli avec des soins inhabituels. Les inscriptions aident à les dater, mais ils n'expliquent pas la méthode. Cet écart demeure, nous savons où sont les grottes, nous savons quand ils ont été sculptés, mais la plus grande question se situe. Qui les a exactement sculptés? Un roi a quitté sa marque. Les grottes de Barabar portent le nom d'un souverain connu à travers l'histoire. Ashoka le Grand. Il a gouverné l'Empire Mauryan au IIIe siècle avant notre ère. Il était craint, il était impitoyable. Ses premières années ont été remplies de conquêtes. La guerre de Kalinga l'a changé. Les décès, les souffrances, les cris des gens. Cela a brisé quelque chose en lui. Le même roi qui a construit son empire avec du sang s'est tourné plus tard vers la paix. Il a accepté le bouddhisme. Il a diffusé ses enseignements à travers son empire. La grotte de Sudama enregistre sa présence. Une inscription dit qu'elle a été sculptée au cours de la 12e année de son règne. Cette ligne unique lui relie les grottes.
Cela montre son patronage, cela montre son intention. Mais l'intention est débattue. La plupart des historiens disent que les grottes ont été données aux Ajivikas. Les Ajivikas croyaient au destin. Ils croyaient que chaque vie suivait un chemin fixe. Ashoka leur a accordé de l'espace pour se rassembler et pratiquer. C'est le conte officiel. Plus tard, les bouddhistes ont également utilisé ces grottes. Les hindous ont quitté les marques des siècles par la suite. Le but s'est déplacé avec le temps. Salle de méditation, chambre sacrée, lieu de rassemblement. Chaque communauté a donné et amagé le sens. Pourtant, les grottes elles-mêmes soulèvent des contradictions. Les murs sont trop lisses. La conception est trop précise. Les moines ou les ascètes à eux seuls les auraient-ils façonnés? Ou y avait-il un autre objectif non écrit dans les inscriptions? Certains soutiennent qu'ils étaient plus que des sites spirituels. Ce sont peut-être des expériences en son. Peut-être ont-ils été conçus pour la résonance. D'autres rejettent cela comme une spéculation. Mais le silence de la pierre laisse de la place à douter. Le nom d'Ashoka explique une partie de l'histoire. C'était un roi qui est passé de la violence à la paix. C'était un roi qui a sculpté les enseignements en pierre. Mais les grottes qu'il a laissées résistent à des réponses faciles. Les inscriptions nous donnent l'histoire. Les murs nous donnent un mystère. Un roi a quitté sa marque. Mais les murs racontent une histoire étrange. Stone qui brille comme du verre. C'est ce qui frappe les visiteurs en premier. Le granit à l'intérieur des grottes de Barabar n'a pas l'air normal. Ce n'est pas rude. Il n'est pas fissuré. Il est poli à une douceur contre nature. Si vous lui éclairez la lumière, les murs se reflètent. Pas complètement comme un miroir, mais assez pour créer une étrange lueur. Vous voyez votre contour rebondir. Ce n'est pas ce que les gens attendent de Stone Cut il y a plus de 2000 ans. Le granit est l'une des roches les plus dures connues. Même avec des exercices modernes, il faut des efforts pour se façonner. But here the walls are even. Les plafonds sont plats. Le vernis est presque irréel. Les chercheurs appellent cela le polonais de Morian. Ils croient que les travailleurs ont passé sans fin du temps à lisser les surfaces. Marteau, ciseaux, stone de broyage. Mais cela peut-il expliquer une telle perfection? C'est là que commence le débat. Les murs font plus que briller. Ils portent du son. Un seul murmure résonne. Un coup devient fort et durable. Les grottes créent un amplificateur naturel. Certains experts pensent que c'était une coïncidence. Ils soutiennent que le vernis était destiné uniquement à l'apparence. L'acoustique est venue comme un effet involontaire. D'autres ne sont pas d'accord. Ils disent que les constructeurs savaient exactement ce qu'ils faisaient. Pourquoi la pierre polonaise si fortement sinon à des fins? Pourquoi créer des surfaces qui rejettent si fortement le son? Les groupes de méditation peuvent l'avoir utilisé. Les chants, les prières ou les chansons deviendraient puissants à l'intérieur. L'expérience se sentirait plus grande que la vie. Les penseurs alternatifs poussent plus loin. Ils suggèrent que les grottes ont été conçues comme des chambres de résonance. Ils imaginent des expériences avec des vibrations. Certains prétendent même avoir une connaissance perdue de la technologie saine. Les historiens rejettent cela, mais le mystère demeure. Tenez-vous à Sudama, dites un seul mot. Les murs répondent. On a l'impression que la grotte elle-même se révèle. La brillance soulève des questions de compétence. Les échos soulèvent des questions de but. Accident ou conception, décoration ou science. Le débat n'a pas de réponse finale. Les grottes reflètent à la fois la lumière et le son. Mais le doute est plus profond. Savait-il la résonance sonore? Hammer et chisel ou autre chose? C'est la première explication donnée. Les historiens disent que les grottes ont été sculptées à la main. Outils simples, marteau, ciseaux, travail sans fin, pas de méthode avancée, seulement la patience et la persévérance. Au début cela semble raisonnable. Mais alors vous regardez de plus près. Le granit n'est pas doux. C'est l'une des pierres naturelles les plus dures. La rupture demande d'énormes efforts. La mise en forme en prend encore plus. Les grottes de Barabar ne sont pas des chambres rugueuses. Ils sont précis. Ils ont des plafonds plats. Ils ont des murs lisses. La finition est proche du vernis miroir. Hammer et chisel pourraient-ils à lui seul y parvenir? Les sceptiques disent non. Ils soutiennent que les machines modernes ont toujours du mal à obtenir de tels résultats. Couper le granit avec ce niveau de symétrie est un défi. Même avec des exercices et des lasers, des erreurs se produisent. Mais ici, l'alignement est presque parfait. C'est là que les théories alternatives entrent. Certains suggèrent que le granit a été ramolli de chaleur, peut-être que le feu a traité la pierre, peut-être que des produits chimiques ont été utilisés. Une fois ramolli, la mise en forme serait plus facile. Mais aucune preuve d'une telle méthode ne survit. D'autres vont plus loin. Ils disent que les constructeurs avaient perdu la technologie. Quelque chose de inconnu de nous, quelque chose à effacer au fil des siècles.
peut-être des outils de métal plus durs que le fer, peut-être que les techniques qu'aucun texte n'a préservées. Les experts traditionnels rejettent ces affirmations. Ils tiennent au marteau et au burin. Ils indiquent les inscriptions et les enregistrements. Ils insistent sur le fait que le travail explique tout. Mais la contradiction demeure. Si ce n'était que du travail, comment ont-ils gardé les surfaces si droites? S'ils ne faisaient que ciseler, pourquoi aucune marque demeure? Pourquoi les murs semblent-ils plus conçus que sculptés? Les grottes nous laissent en conflit. Un côté dit de la patience et de la sueur. L'autre côté murmure les connaissances cachées. Les deux ne peuvent pas être prouvés. Les deux restent ouverts. C'est pourquoi la question persiste. Nous ne savons pas quels outils ont touché cette pierre. Nous ne savons pas comment ils ont atteint un tel vernis. Une pensée ne cesse de revenir. La technologie a-t-elle été perdue? Une grotte est égale à un gratte-ciel en pierre retirée. Les grottes de Barabar ne sont pas de petites coupes dans la roche. Ce sont des chambres massives sculptées profondément dans le granit. Pour créer une seule grotte, des tonnes de pierres ont dû être enlevées. Pas quelques blocs, pas un peu de cartard, mais des centaines de tonnes. Pensez au granit. C'est lourd, c'est dense, 1 mètre cube peut peser plus de 2 tonnes et demie. Imaginez maintenant les chambres qui s'étendent longtemps et haut. La pierre retirée est égale à la taille d'un gratte-ciel moderne si elle est empilée. Cela conduit au premier défi. Comment tout ce matériel a-t-il été coupé? Marteau et burin. Cela prendrait des décennies, même des générations. Et toujours les murs n'auraient pas l'air aussi parfaits. Le deuxième défi est l'élimination. Où est passée toute la pierre? Vous ne pouvez pas cacher des centaines de tonnes. Vous devez le déplacer, le jeter, le transporter. Mais il ne reste plus de traces claires. Pas de tas de granit à proximité. Aucune route ancienne ne montrant des usures des chariots. L'excavation moderne laisse des marques. Machines, camions, poussière, tas de déchets. La fouille ancienne ici laisse le silence. Les grottes sont vides. Les environs sont propres. Comparez-le avec aujourd'hui. Même avec des exercices et des explosifs, l'élimination de ces volumes est complexe. Vous avez besoin de puissance. Vous avez besoin de planifier. Vous avez besoin d'organisation à grande échelle. Alors, comment les travailleurs ont-ils pu gérer cela il y a plus de 2000 ans? Les historiens donnent une réponse. Main-d'œuvre sans fin. Équipe de travailleurs frappant jour et nuit. Années de dévouement. C'est possible mais c'est mince. Les sceptiques indiquent à nouveau des preuves manquantes. Où sont les marques d'outils? Où sont les décharges en pierre? Pourquoi les grottes semblent-elles conçues pas ébréchées? Les chiffres restent troublants. Une seule grotte est égale à un gratte-ciel dans le granit déplacé. Et il y en a plusieurs. Chacun sculpté de précision. Chacun poli avec soin. Le poids de la pierre pose une question. Le travail en explique une partie. Mais pas tout. Le silence des preuves demeure. Alors comment l'ont-ils vraiment fait? Barabar n'est pas seul. Les grottes de Barabar sont les plus célèbres. Mais ce ne sont pas les seules. À travers l'Inde, d'autres sites racontent la même histoire. Nagarjuna, Udayagiri, Kandagiri, Ajanta, Ellora. Chaque site montre une tradition de sculpture dans le rocher. Chaque site montre un effort humain contre le granit et le basalte. Les similitudes sont frappantes. Le polonais, la symétrie, le détail dans la pierre. Les grottes de Nagarjuna se trouvent près de Barabar. Ils partagent le même style. Certains croient que les mêmes travailleurs ont sculpté les deux. D'autres croient qu'ils ont été construits plus tard mais ont appris de Barabar. Udayagiri et Kandagiri à Odisha racontent une autre histoire. Ils montrent des chambres coupées pour les ascètes. Design simple mais le même courage dans la coupe en pierre. Ajanta et Ellora vont plus loin. Complexe massif. Temple, salle, sanctuaire sculpté des falaises. Échelles et détails qui remettent toujours en question la croyance. Qu'est-ce qui les lie tous? C'est la question centrale. Les différentes régions se sont-elles copiées? Où les connaissances sont-elles passées d'un seul groupe d'ingénieurs? La transmission culturelle est une réponse. Les routes commerciales reliaient les royaumes. Les idées ont voyagé avec des moines, des constructeurs et des clients. Une technique découverte dans une région pourrait en inspirer une autre. Mais certains suggèrent un lien plus profond. Une école d'ingénieurs oubliée. Masters of Stonework, qui se déplaçaient d'un endroit à l'autre. Méthode de partage. Travailleurs de formation, laissant leur héritage dans des grottes dispersées. Les preuves ne sont pas claires. Nous avons des inscriptions nommant les rois. Nous avons des enregistrements de dons. Mais nous manquons de détails sur les constructeurs. Pas de manuel. Pas de guide. Seulement des grottes finies. La ressemblance entre les sites soulève un doute. Chaque région a-t-elle découvert le polir miroir par accident? Chaque région a-t-elle aligné des salles avec une telle précision? Ou cela indique-t-il une origine de la connaissance? Les historiens grand public restent prudents.
Ils expliquent les similitudes avec la culture partagée. Les penseurs alternatifs poussent plus loin. Ils voient le contour d'une guilde perdue, une tradition effacée par le temps. Barabar peut être le plus ancien, mais ce n'est pas seul. Il fait partie d'un réseau, une chaîne d'expériences en pierre à travers l'Inde. La question persiste. Était-ce seulement une culture partagée? Ou y avait-il un groupe secret derrière eux tous? L'Inde avait-elle une école d'ingénieurs oubliés? Petra en Jordanie, Hippogème à Malte. Même histoire. Barabar n'est pas le seul mystère. À travers le monde, d'autres sites soulèvent les mêmes questions. Petra en Jordanie, l'hippogème de Al-Saflini à Malte. Tous deux sculptés profondément dans le rocher. Tous deux montrant la précision au-delà de leur temps. Petra est célèbre pour ses façades. Des temples entiers coupés en falaises de grès. Des colonnes, des salles et des chambres sculptées de la roche vivante. Pas de machine. Pas d'exercice moderne. Pourtant le détail impressionne toujours. L'hippogème est différent. Il se trouve sous terre. Un complexe de chambres, tunnels et hôtels. Sculpté il y a des milliers d'années. Avec l'acoustique qui amplifie le son tout comme Barabar. Ces parallèles invitent le débat. Étaient-ils des réalisations indépendantes? Ou des signes de patrimoine partagé? Les cultures lointaines ont-elles découvert les mêmes compétences par elles-mêmes? Ou les connaissances ont-elles traversé les frontières? Certains chercheurs plaident pour une coïncidence. Ils disent que les humains partout ont été confrontés aux mêmes défis. Ils avaient de la pierre. Ils avaient des outils. Ils avaient la foi. Alors ils ont sculpté. Différents endroits. Résultats similaires. D'autres voient des liens. Ils pointent vers des routes commerciales et migrations. Les idées auraient pu se propager le long des chemins anciens. Les marins, les pèlerins ou les marchands peuvent avoir porté des connaissances. L'architecture de roche a peut-être fait partie d'un héritage partagé. Des voies alternatives poussent plus fort. Ils affirment qu'une civilisation perdue a influencé tous ces sites. Une culture oubliée avec des compétences avancées. Ses connaissances se sont dispersées après l'effondrement. Sa mémoire cachée dans des monuments en pierre. Les historiens traditionnels rejettent cela. Ils soutiennent que les preuves font défaut. Chaque site a des inscriptions locales et des styles locaux. Cela, disent-ils, prouve des origines indépendantes. Pourtant les échos sont difficiles à ignorer. Murs lisses à Barabar. Façades sculptées à Petra. Sound chambers à Malte. Les techniques sont différentes, mais le mystère se sent la même chose. La coïncidence en explique une partie. Le contact explique un autre. Mais aucune réponse ne ferme le débat. Barabar appartient à l'Inde. Petra appartient à la Jordanie. L'hippogème appartient à Malte. Mais ensemble ils forment une énigme de l'histoire humaine. L'énigme est simple à demander. Comment les cultures distantes pourraient-elles atteindre des résultats similaires? Le choix reste avec nous. Coïncidence ou contact? On tyran qui s'est retourné. Ashoka n'a pas commencé comme un saint roi. Il a commencé comme conquérant. Ses armées ont marché à travers l'Inde. Ville après la ville est tombée. Des milliers de personnes sont mortes. Des régions entières ont été brisées sous son commandement. La guerre de Kalinga était le sommet. C'était la victoire sur le champ de bataille. Mais c'était une défaite dans son cœur. Les rivières ont couru rouges. Les familles ont été détruites. Ashoka a vu les conséquences de ses propres yeux. Ce moment l'a coupé profondément. Il se sentait de la culpabilité. Il a ressenti la honte. Le roi qui ne pensait qu'au pouvoir a vu le coup de son ambition. Les cris des blessés sont restés avec lui. Le silence des morts le hanta. De cette guerre est venu un changement. Ashoka se tourna vers le bouddhisme. Il a rejeté la conquête par la force. Il a parlé de la conquête par le dharma. Dharma signifiait la vérité. Cela signifiait la compassion. Cela signifiait la responsabilité de la vie. Les inscriptions dans les grottes reflètent ce changement. Il ne loue pas les fusions de sang. Il ne glorifie pas la guerre. Il parle de donner. Il parle de dharma. Il montre un souverain essayant de guérir ses propres blessures en servant les autres. Pourtant sa transformation n'était pas seulement personnelle. C'était politique. Il a utilisé les grottes comme symbole. Espace pour les moines. Espace pour les ascètes. Lieu lié à la vie spirituelle, pas à la vie militaire. Mais des questions demeurent. Pourquoi ici? Pourquoi tailler des collines de granit dans des chambres polies? Pourquoi investir autant dans des sites que la plupart des gens ne verraient jamais? Certains soutiennent que c'était de la culpabilité. Les grottes sont devenues son offrande, sa pénitence. D'autres soutiennent que c'était la stratégie. En soutenant les sectes et les moines, Ashoka a renforcé son règne avec la foi. D'autres encore voient une autre couche, que les grottes ont peut-être servi plus que spirituel. Les inscriptions montrent son intention. Les murs montrent une compétence différente. On nous parle de la foi. Les autres chuchotements du mystère.
la transformation d'Ashoka est réelle. Du tyran au réformateur, de Conquet au gardien de Dharma. Mais le choix de ces grottes soulève un autre puzzle. Pourquoi ici, dans ces grottes? Hall de méditation ou chambre de résonance? Les grottes de Barabar portent deux faces, un visage est spirituel, l'autre se sent expérimental. The first explanation is religious. Les historiens disent que les grottes étaient des sanctuaires, espaces pour les moines, des espaces pour les ajivikas ou les bouddhistes à méditer. Les murs polis et le son en écho ont ajouté à l'atmosphère. Les chants sont devenus plus forts. Les prières se sont déroulées plus longtemps. Les grottes sont devenues des salles sacrées. Cette vue correspond aux inscriptions. Ashoka lui-même a offert ces grottes aux ascètes. C'étaient des cadeaux aux groupes spirituels. C'est le dossier officiel. Mais la deuxième explication est différente. Il ne s'arrête pas à la religion. Il regarde l'acoustique. Il regarde la finition en forme de miroir. Il demande si les grottes avaient un autre but. À l'intérieur, un murmure devient un rugissement. Un seul son se multiplie. Certains chercheurs disent que ce n'était pas accidentel. Ils suggèrent que les grottes ont été conçues pour la résonance. Ils suggèrent que la connaissance du son était plus profonde que nous ne le supposions. Les théories alternatives vont plus loin. Ils imaginent un son utilisé comme un outil. Peut-être que les vibrations pourraient déplacer des pierres lourdes. Peut-être que la résonance pourrait déplacer la conscience. Peut-être que les grottes faisaient partie des tests que nous ne comprenons plus. Les chercheurs traditionnels rejettent cela. Ils l'appellent la spéculation. Ils disent que la résonance est un effet secondaire, pas sur le design. Le vernis, selon eux, était pour le statut et la beauté. L'écho était une coïncidence. Mais ceux qui se sont tenus à l'intérieur questionnent ce point de vue. Le son est trop précis. La réponse trop nette. Il ne se sent pas aléatoire. Nous avons donc deux photos. D'un côté, les salles de méditation sculptées pour les moines. De l'autre, chambres de résonance sculptées avec un but caché. Religion contre expérience. Foi contre fonction. The truth may be in between. Peut-être que les deux vues sont correctes. Peut-être que la prière et la résonance ont travaillé ensemble. La pratique spirituelle aurait pu être amplifiée par le son. Les grottes auraient pu servir de sanctuaire et de laboratoire. Les murs ne répondront pas à Esser. Les inscriptions restent silencieuses sur la méthode. Mais le débat se poursuit. Pria-t-il ou déteste? Certains disent que c'était un bunker. Parmi les nombreuses théories sur Barabar, l'une des plus extrêmes est l'idée nucléaire. Il affirme que les grottes ont été construites comme des abris. Des abris contre les armes beaucoup plus puissants que les épées ou les flèches. Abris contre la destruction atomique. Cette théorie provient des lectures du Mahabharata. Le texte décrit des éclairs de lumière. Colonnes de feu plus brillantes que 1000 soleils. Les corps se sont transformés en cendres en un instant. Aliments empoisonnés. Les animaux éclipsés. Les partisans disent que ces lignes ressemblent à une guerre nucléaire. Ils relient ces passages aux grottes. Ils soutiennent que les surfaces polies et les chambres scellées étaient une protection. Ils appellent Barabar un ancien bunker. Mais les experts repoussent fort. Ils disent que la lecture nucléaire est une distorsion moderne. Le Mahabharata est plein de symbolisme. Il utilise un langage vif pour décrire les armes divines et le pouvoir cosmique. Les Thousand Suns sont une métaphore, pas une bombe. Les soi-disant passages nucléaires sont cousus ensemble à partir de différentes parties. Ils n'apparaissent pas comme une seule histoire dans le texte original. Les historiens remettent également en question la logique. Si ces grottes étaient des bunkers, ils étaient trop petits. Ils ne pouvaient pas tenir des communautés entières. They had no air system. Pas de stockage. Pas de conception pour une longue survie. Pourtant des doutes restent. Pourquoi polir les murs si parfaitement? Pourquoi créer des intérieurs scellés qui résonnent le métal comme le métal? Pourquoi si différents des sites religieux normaux? Les théoriciens marginaux insistent sur le fait que les grottes ont joué un rôle caché. Si ce n'est pas des bunkers, alors peut-être des voûtes. Voûtes pour protéger les connaissances ou les objets. Voûtes conçues pour survivre aux catastrophes. La vue traditionnelle est ferme. Barabar était pour les ascètes. Barabar était religieux. L'idée nucléaire est la fantaisie. Pourtant la douceur de la pierre se sent à sa place. Les pièces scellées semblent inhabituelles. L'utilisation religieuse en explique une partie, mais pas tout. Donc le débat se déroule, mythe contre l'histoire, symbole contre la science. La plupart des experts rejettent la réclamation nucléaire comme invention. Mais une question résonne encore. Pourquoi des chambres aussi lisses et scellées? Les connaissances partagées puis perdues. Les grottes de Barabar nous obligent à penser aux constructeurs. Pas les rois, pas les moines, mais les ingénieurs.
Quelqu'un a dû couper le granit. Quelqu'un a dû polir les murs. Quelqu'un a dû planifier les chambres. Ce n'était pas un travail aléatoire. C'était précis. Il était organisé. Y avait-il des guildes stonemasons, des groupes qui ont transmis des compétences d'une génération à l'autre? Cela semble probable. Pourtant aucun enregistrement ne survit. Pas de manuel écrit. Pas de comprimé en pierre expliquant le processus. Il ne reste que les grottes finies. L'Inde avait une forte tradition de connaissances orales. Les constructeurs peuvent avoir enseigné les apprentis par mots, pas le texte. Les méthodes peuvent avoir été des secrets gardés, partagés uniquement entre certains travailleurs. Mais la connaissance orale est fragile. Lorsqu'un groupe s'estompe, sa sagesse meurt aussi. La disparition est frappante. Nous voyons Barabar avec du polyrore. Nous voyons Ajanta et Ellora avec de vastes temples. Mais les structures ultérieures perdent cette perfection. Le vernis disparaît. La précision s'estompe. On a l'impression qu'une compétence a été abandonnée soudainement. Qu'est-ce qui l'a effacée? Était-ce la guerre? Était-ce la chute des dynasties? Était-ce la négligence alors que les dirigeants se sont concentrés sur d'autres projets? Ou les connaissances n'étaient-elles tout simplement plus appréciées? Certains suggèrent que les ingénieurs eux-mêmes étaient mobiles. Ils ont voyagé entre les royaumes. Ils ont travaillé là où les rois les ont payés. Lorsque le patronage s'est arrêté, la guilde s'est dissoute. Les connaissances dispersées. La chaîne d'enseignement s'est cassée. D'autres voient quelque chose de plus profond. Ils soutiennent que les constructeurs avaient des outils inconnus. Lorsque ces outils ont été perdus, les résultats n'ont jamais pu être répétés. Pas parce que les travailleurs ont oublié, mais parce que les instruments eux-mêmes ont disparu. Les historiens traditionnels résistent à cette idée. Ils disent que le vernis n'était que la hauteur d'un style. Comme l'art, il s'est levé et est tombé avec le temps. Une fois que les dirigeants ont perdu tout intérêt, il a disparu. Aussi simple que ça. Pourtant le silence des preuves demeure. Nous savons que les grottes existent. Nous savons qu'ils sont vieux. Nous ne connaissons pas les ingénieurs qui les ont façonnés. Leurs noms ont disparu. Leurs manuels n'ont jamais l'écrit. Leur héritage est la pierre muette. La question persiste. Qu'est-ce qui a effacé leur méthode? Nous voyons les murs, mais pas les mains qui les ont façonnés. Les grottes de Barabar restent un puzzle. Chaque réponse ouvre une autre question. Les historiens disent hammer et chisel, mais les murs montrent du vernis comme du verre. Ils disent des salles religieuses, mais les échos suggèrent quelque chose de plus. Les inscriptions d'Ashoka racontent une histoire. Les théories alternatives en disent une autre. Les grottes pourraient être des sanctuaires. Ils pourraient être des expériences. Ils pourraient être quelque chose entre les deux. Les contradictions s'accumulent. Outil simple contre finition impossible. Foi contre fonction. Coïncidence contre contact. Religion contre résonance. Historique contre spéculation. Nous savons où se trouvent les grottes. Nous savons quand ils ont été fabriqués. Nous connaissons les noms des rois qui les ont revendiqués. Mais nous ne connaissons pas les constructeurs. Nous ne savons pas leur méthode exacte. Nous ne connaissons pas leur objectif complet. Certains soutiennent que la réponse est simple. Travailleurs qualifiés. Travail sans fin. Siècles de pratique. C'est suffisant. D'autres refusent d'accepter cela. Ils pointent vers le vernis. Ils indiquent l'acoustique. Ils demandent si des connaissances cachées existaient autrefois. Connaissances qui a disparu avec le temps. Les grottes nous laissent en silence. Un silence plus fort que les mots. Un silence qui semble intentionnel. Comme si les constructeurs voulaient que le mystère reste. Entrez à l'intérieur et vous faites face au même sentiment. La pierre vous reflète en retour. L'écho répond à votre voix. C'est vivant. C'est incomplet. En fin de compte, tout ce que nous avons, c'est le doute. Pas du genre réconfortant. Le genre qui continue de vous tirer en arrière. Le genre qui murmure que l'histoire est plus grand que les livres. Les grottes se dressent. The question stay. Et nous nous permettons de nous demander. La ligne finale est claire. Les grottes ne gardent pas seulement leur silence. Ils gardent le souvenir de ce que les humains savaient autrefois. Et puis j'ai oublié.